Alors, je vais reconnaître la parole à Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Seulement quelques mots pour, d'une part, remercier tous les membres de la commission qui ont travaillé sur le projet Royal Mount. Je sais que ça a été très exigeant. Il y a eu, en fait, les membres ont été, ou du moins la commission, ce sujet-là a été victime de sa popularité, ou du moins de plein de préoccupations, puisqu'on a reçu, les membres de la commission ont dû écouter beaucoup de citoyens, des groupes, lire des mémoires. Alors, on voit qu'il y a eu un très, très grand intérêt. Alors, merci à tout le monde d'y avoir travaillé. Suite aux recommandations qui concernaient, si on devait les réduire, là, ou du moins celles que je vais nommer en particulier, il y a celle au niveau de l'impact sur la circulation, sur un axe qui est déjà extrêmement congestionné. Il y a bien sûr la question de la qualité de vie, il y a celle de l'offre commerciale, ainsi que celle de l'offre des salles de spectacle. Il y avait d'autres considérations, bien sûr, mais moi, je vais me concentrer sur ces quatre-là. Alors, suite à tout ce qui est ressorti, bien, je pense qu'il était essentiel de prendre une décision, de se positionner et comme administration et comme ville, d'envoyer un message à savoir, bien, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces préoccupations-là. Il faut savoir que ce projet existe depuis 2015. Je vous cacherai pas que je considère que c'est tard pour intervenir. C'est très tard, alors qu'on est en train de couler les fondations. C'est ça qui se passe en ce moment. On aurait souhaité que le processus de consultation ait lieu bien avant. On aurait aimé pouvoir inciter la population à mieux comprendre ce projet-là bien avant. Mais bon, on en est aujourd'hui en 1919, oui, 1919. J'ai un 100 ans de décalage en 2019 à devoir se positionner. Et je vous cacherai pas que moi, je suis fière. Je suis fière qu'on ait décidé d'asseoir tout le monde autour de la table. C'est la décision que j'ai prise à titre de mairesse, de concert avec l'ensemble de mes collègues, de dire, écoutez, il y a tellement de préoccupations qu'on ne peut pas faire la sourde oreille. Il faut qu'on mette les personnes qui peuvent encore y changer quelque chose ou améliorer les choses. On doit les mettre ensemble. Alors, je suis heureuse que le maire de la ville de Ville-Mont-Royal accepte l'invitation, bien sûr, le ministère du Transport et en l'occurrence, Mme Chantal Rouleau, qui est la ministre déléguée au transport et responsable de métropole, le promoteur qui a accepté de venir s'asseoir et bien sûr la Ville de Montréal. Et on a bien hâte dans les prochaines semaines de vous dire qu'est-ce qu'il en est, mais sachez qu'il y a une volonté commune d'améliorer la situation. Encore une fois, de pouvoir répondre à certaines grandes préoccupations qui sont absolument pertinente. Et vous savez, bien que deux membres aient décidé de ne pas aller de l'avant avec les recommandations, il y a un rapport minoritaire et ce sont deux maires de villes liées. Et je comprends leur préoccupation, à savoir que l'autonomie des villes, elle est importante puisque Ville-Montréal a agi en bonne et due forme. Hein. Là-dessus, on ne remet rien en question. Mais ce qui est clair pour moi, et je pense que les Montréalais l'ont dit très clairement, puis c'est pas juste les Montréalais, c'est les villes environnantes, de dire on ne peut plus penser un projet de cette envergure sans considérer l'ensemble, l'impact que ça va avoir sur le territoire en entier. Alors, le projet qui nous a été présenté comme un projet local est en fait un projet avec des impacts régionaux. Et je pense que ce soit Ville-Mont-Royal ou que ce soit les villes de Montréal ou toute autre ville, on se doit de parler avec nos voisins. Et très justement, le maire de Ville-Montréal nous disait, à de moins grande ampleur, le projet qu'on a fait à Outremont aussi a des impacts sur les villes environnantes. On a tout repensé un quartier qui est très important et ça a un impact moins grand, on s'entend. Mais pour moi, ce que j'entends, et je pense qu'il faut collectivement l'entendre, c'est qu'on ne peut plus seulement penser ces projets-là comme étant locaux à l'intérieur de frontières. C'est faux. Ça a trop d'impact, entre autres, oui, au niveau du transport, mais aussi au niveau de notre planification. Alors, encore une fois, je suis très fière. C'est tard dans le processus. Je souhaite qu'à l'avenir, on soit beaucoup plus avenant et plus proactif et qu'on soit prêt à se mettre les mains dans les dossiers, même si ça demande des ressources, parce que ce n'était pas prévu nécessairement à l'agenda de la Ville de Montréal de débloquer de l'énergie et des ressources. Mais c'est notre responsabilité. Et encore une fois, je suis très satisfaite que les autres personnes, les autres parties prenantes, le gouvernement du Québec, Ville-Mont-Royal et le promoteur soient autour de la table avec nous. On a bien hâte de vous donner
les détails de ce qui va se passer, mais sachez que c'est un projet qu'on prend très au sérieux. Et encore une fois, merci à la Commission qui a fait un travail exemplaire, qui nous ont permis de prendre la bonne solution, celle de s'en mêler pour s'assurer que ce projet-là aura des impacts pas seulement négatifs, si je peux me permettre, mais très positifs au niveau économique, mais qu'il faut voir au-delà de ça et de voir l'impact sur les 5, 10, 20, 50 prochaines années, parce que c'est de ça dont il est question et c'est notre rôle comme élus de penser à long terme. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. La parole à Madame la leader. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'opposition officielle souhaite dire quelques mots sur les dossiers 8.01, 8.02. En fait, je vais prendre la parole en remplacement de ma collègue Chantal Rossi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui siège sur la commission de la permanence. Alors, la présidence, pardon. Alors, sur 8.01, donc, il y a plus d'1 an, la vague MeToo a insufflé un vent de courage auprès des victimes d'agressions et d'inconduites sexuelles pour s'unir et dénoncer des gestes jusqu'à présent tabous. Nous sommes fiers aujourd'hui que la Ville de Montréal prenne le lead et agisse au sein même de ces institutions qui, malheureusement, ne sont pas épargnées par ce fléau. En effet, aujourd'hui, nous adoptons le règlement modifiant la politique de respect de la personne et le règlement modifiant le code d'éthique et de conduite des membres du Conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement, afin que la politique s'applique à tous les membres du monde municipal, d'une part, et qu'elle traite des inconduites et du harcèlement, d'autre part. Nous sommes fiers de vivre l'aboutissement d'une année de travail, une année de travail qui a été insufflée par la motion qu'Ensemble Montréal présentait au mois de janvier 2018. Après amendement, nous avions demandé en effet que la commission de la présidence, à nouveau, soit mandatée pour étudier de nouvelles avenues pour mettre en place des méthodes de dénonciation des inconduites sexuelles, des mesures de protection pour les victimes ainsi que des mesures de formation des personnes élues. C'est dans ce contexte que la commission de la présidence nous remet aujourd'hui le fruit d'une réflexion poussée avec son rapport d'étude de grande qualité et ses 3 recommandations. Donc, nous tenons à féliciter à ce titre tous les membres participants de la commission. L'élargissement de la politique du respect de la personne à toute la communauté municipale affirme la position de la Ville-Centre et des 19 arrondissements face aux incivilités et à l'harcèlement sexuel, mais aussi à l'harcèlement psychologique. Alors ici, c'est maintenant tolérance zéro. La Ville de Montréal va et doit continuer de servir d'exemple en posant des gestes forts, car ce fléau n'est pas restreint au monde municipal, mais est bel et bien un enjeu sociétal auquel nous devons tous être conscientisés. Sur 8.02, l'opposition officielle souhaite saluer l'implantation de cette mesure afin d'enchasser dans le code d'éthique et de conduite des membres du Conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement l'interdiction de faire du profilage racial et social. Tout le monde ici souhaite avoir des institutions municipales plus diverses et représentatives de la population. Après la dernière élection, nous avons tous pu constater qu'il y a encore du travail à faire pour assurer une diversité au sein des élus du conseil municipal et des arrondissements. Bien que la première mairesse de Montréal ait été élue, il est nécessaire d'avoir plus de personnes issues de la diversité, des représentants des communautés autochtones, de personnes vivant en situation de handicap ou alors de membres de la communauté LGBTQ+. Nous le savons, il y a encore du progrès à faire et ce genre de mesures aide à rendre les élus plus confortables dans l'exercice de leurs fonctions. Nous souhaitons aussi saluer le travail des élus de la commission de la présidence sur ce dossier. Il s'agit d'une commission très importante qui œuvre à rendre nos institutions plus démocratiques. Merci. Merci, Mme Boivin-Roy. La parole à M. de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon intervention est au sujet du rapport de Royal Mount. Je profite de l'occasion de remercier M. Ryan et les autres membres de la Commission, dont mes collègues qui sont ici, pour le travail qui a été fait. Je sais que c'est un dossier qui est important pour Montréal, et puis je pense que c'est un dossier qui c'est important qu'on se traite. Je m'en souviens très bien que quand le dossier a été présenté, quand la mairesse dit qu'on est arrivé tard dans le dossier, je vais vous dire que je m'en souviens encore quand le chef d'opposition par intérim, à ce moment, M. Ferrandez, a été ici, pas quelques sièges de moi, et puis je m'en souviens très bien sa position sur
comment ça aurait dû être fait, quelle est la vision des choses. Mais en même temps, la Ville de Montréal, la Ville même, le Conseil municipal n'était pas en mesure vraiment de se prononcer sur ce dossier parce que, ce dossier a été retenu avant même que n'était pas mis dans le domaine public, uniquement après le schéma d'aménagement a été adopté par le Conseil ici en janvier 2015. Donc, par coïncidence, une semaine ou 2 semaines plus tard, nous avons un projet qui sort qui semblait d'aller à contresens, sinon la lettre de la schéma d'aménagement, mais l'esprit de la schéma d'aménagement. Et je vous invite, mes collègues, de prendre connaissance de schéma d'aménagement pour voir qu'est-ce qui est écrit dedans et comment ce projet peut cadrer avec la vision que le Conseil ici et le Conseil d'agglomération avaient entérinée. Le deuxième élément a été que si effectivement on arrive tard à le dossier, c'est entre autres parce qu'on n'avait pas eu d'accès aux données. Des données, mon collègue Richard Deschamps a présidé une commission qui a eu le mandat depuis 2015 d'étudier le dossier. Mais c'est sûr que certaines commissions peuvent bien avoir des réunions publiques, mais sans que nous en avons des données tangibles sur la circulation, sur le trafic, sur tout le restant. On ne peut pas avoir des recommandations ou on ne peut pas demander à la Conseil municipal de statuer sur ça. Et puis, dans ce dossier-là, c'était le manque de disponibilité de données qui n'a pas permis de la Commission de finir leur travail. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un dépôt d'une recommandation des recommandations par la Commission et je pense que ce n'est pas trop tard. Je pense qu'on a encore l'occasion, on a encore l'opportunité de s'assurer que c'est un projet qui doit répondre au schéma d'aménagement et qui doit répondre aux besoins de l'île de Montréal. Quand la mairesse dit qu'on ne peut pas avoir un projet local qui a des impacts régionaux, sur ce point, Madame la mairesse, on est d'accord. Et dans ce sens, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être en mesure de s'assurer que nous avons un projet qui pourrait être conçu au niveau local, mais d'autre part, doit cadrer avec les exigences de la schéma d'aménagement. Ce n'est pas uniquement le schéma d'aménagement, Madame la Présidente, c'est aussi tous les autres plans que nous en avons à Montréal, que nous avons pris le temps au fil des ans de développer. On peut bien parler de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais établir les cibles de 30 % et puis faire dans notre plan de transport des efforts pour réduire les autos solo et autres. Mais si les projets qui sont proposés, adoptés et par lesquels l'administration, le conseil municipal ne suit pas la cohérence dans les acceptations des projets, mais ça vaut pas grand-chose d'avoir des grands plans avec des cibles ambitieux, mais qui ne sont pas cohérentes avec les projets adoptés et supportés par le conseil municipal. Et je vous invite, Madame la Présidente, et tous mes collègues, de prendre connaissance de la schéma d'aménagement, prendre connaissance de la plan de transport, prendre connaissance de la plan de développement durable, prendre connaissance de la plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et tous les autres divers plans que nous en avons. Et si effectivement nous avons ce plan-là, c'est parce qu'il y a une raison. Les projets doivent être évalués par le comité des grands projets et puis par tout autre projet nécessaire pour que si ces projets ne passent pas les points de bascule, les tests, à ce moment-là, il y a un arrêt. J'invite l'administration d'assumer leurs responsabilités et faire passer ces projets par le comité des grands projets pour que ça ne cadre pas avec les divers plans que nous en avons, avec les données que nous en avons maintenant, mais à ce moment-là, les recommandations doivent suivre en conséquence. Donc, encore, merci à la Commission d'avoir fait un très bon travail, mais la suite donnée par l'administration, pas uniquement de créer un comité, mais de s'assurer que cette dossier majeur, important, va être étudié et la responsabilité pour ça va être assumée à les plus hauts niveaux et des instances de la Ville de Montréal. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. de Souza. La parole à M. Deschamps. Alors, sur 8.03 et 8.04, d'abord, sur 8.03, j'ai trouvé très intéressant d'avoir le bilan des commissions. Toutefois, moi aussi, j'ai été surpris, Madame la Présidente, sur le nombre d'assemblées publiques qui n'ont pas été tenues. Il y a un règlement du Conseil qui demande spécifiquement qu'il y ait 4 assemblées publiques par année.
On peut comprendre qu'il y en ait 3 parfois, puis il y a des contextes qui expliquent, mais j'ai été surpris sur le nombre de commissions qui n'ont pas siégé publiquement. Je ne dirais pas que c'est une avancée ou un recul pour la démocratie. Là, je trouve que tirer des leçons sur un an, c'est très peu. Ce n'est pas méthodologiquement correct, mais je pense qu'il faut se rappeler que s'il y a un règlement du Conseil, il devrait être respecté en premier lieu par les élus qui sont responsables de diriger les commissions. C'est à eux de diriger les commissions et de faire en sorte qu'il y ait des assemblées publiques. Ce n'est pas nécessairement Mme la mairesse qui est responsable de ça. Il faut quand même donner les responsabilités aux personnes qui sont nommées en poste et qui doivent faire respecter eux aussi ou elles aussi les règlements du Conseil. Donc, j'ai été surpris. Je pense que, d'abord, je serais opposé à une proposition que mon collègue Rotran a élaborée tout à l'heure ou a laissé entendre, c'est-à-dire de pénaliser par salaire les gens qui ne tiendront pas les commissions selon le règlement. Là, je pense que les pénalités sur le salaire, moi, vous connaissez ma position là-dessus. Je suis contre, je vais m'opposer fermement à une telle proposition. Je trouve que déjà, on est tellement pénalisé de bien des façons. On est encore pénalisé depuis le mois de janvier par le gouvernement fédéral qui nous retire une partie au niveau du salaire. Il n'y a rien qui a été proposé par la Ville à ce niveau-là. Alors moi, je considère qu'à un moment donné, il faut, plutôt que de pénaliser, il faut faire appel à la responsabilité et un rappel de la présidence ou un rappel du greffe par rapport au respect du règlement, je pense, va suffire amplement pour qu'il y ait rectification du tir à ce niveau-là. Alors, j'ai été surpris par une autre chose aussi, c'est de ne pas voir dans ce Conseil la programmation des commissions. Normalement, au mois de février, il y a une programmation qui est exprimée de l'ensemble des commissions au Conseil sur quel est le plan de travail que nous allons poursuivre dans chacune de nos commissions. Alors moi, je ne comprends pas qu'au mois de février, là, on n'ait pas statué là-dessus et qu'on n'a rien au Conseil qui nous permette de voir ce que les commissions du Conseil vont effectuer comme travail au cours de la prochaine année. Si tu proposes au Conseil au mois de mars ou au mois d'avril ce que tu vas faire pendant l'année, bien, il reste 6 mois, là, parce que c'est pas au mois de juillet et au mois d'août que les commissions travaillent le plus, on le sait, puis c'est pas là que les gens viennent assister aux commissions. Alors déjà, je trouve qu'il y a une problématique là, dans la façon de fonctionner. C'est la première fois que je constate ça. Écoutez, il y a toujours une première fois à tout, mais je pense que ça, si on veut vraiment qu'il y ait une imputabilité de la part des commissions, que les gens respectent le travail qui est fait en commission, il me semble que l'on devrait tout de suite rectifier le tir sur le plan démocratique, aussi sur le plan des consultations publiques. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur 8.03. Sur 8.04, au niveau de Royal Mount, écoutez, je vais plus parler un petit peu peut-être du processus. Madame la mairesse disait qu'il est peut-être tard. Malheureusement, j'étais responsable de la commission qui aurait dû étudier au cours du dernier mandat. Je sais que ce n'est pas l'objet, puis je félicite tous ceux qui ont travaillé sur le dossier. Nous étions prêts à travailler sur le dossier au cours du dernier mandat et tous ceux qui étaient membres de la commission savent que de façon transparente, à tous les 6 mois, j'ai fait rapport et à la commission de façon extrêmement transparente et au Conseil. Et M. Rotran m'a questionné au moins 3 ou 4 reprises là-dessus. Donc, il a fait son travail. Nous voulions faire le nôtre. Je vais juste dire une chose, c'est que moi, j'ai recommandé dans 2 lettres à M. Copeman, à l'époque, qui était responsable, et je l'avais dit même aux gens du service de l'urbanisme, donc je le dis devant notre direction générale aujourd'hui, au lieu d'attendre dans de grands projets que le promoteur soumette ses études, il serait peut-être intéressant que la Ville prenne engage des ressources, parler de ressources, Madame la mairesse, qu'il faut investir. Moi, je pense qu'il serait sage, dans le cas de grands projets, que la Ville puisse investir avec ses fonctionnaires des ressources pour étudier elle-même quels sont les impacts qu'il doit y avoir sur les projets. Au lieu d'attendre continuellement que la manne tombe de la part des promoteurs et qu'il y ait, mettons, un certain biais, bien, moi, j'aimerais mieux que la Ville prenne ses responsabilités, fasse ses études, elle les confrontera aux études qui seront proposées par
les promoteurs, et à ce moment-là, on pourra voir plus clair, on pourra avoir au moins une discussion sur les données, on pourra prendre des positions. Malheureusement, je trouve que la Ville, dans ce cas-là, n'est pas assez proactive. Ça avait été le cas aussi probablement dans Griffintown. À un moment donné, il y a eu des choses qui sont arrivées sur la table. On aurait dû être plus proactif avant. Et il y a aujourd'hui un manque au niveau, par exemple, d'écoles ou au niveau de terrains qui ont pris une valeur extrêmement importante, mais qu'on ne peut plus utiliser pour avoir des parcs, par exemple. Alors, je trouve que la Ville a intérêt là, à prendre dorénavant charge lorsqu'il y a des projets d'envergure comme ceux-là, qu'ils soient sur le territoire ou qu'ils touchent un ensemble de territoires, prendre charge et aider des gens qui soient en train de faire des études pour que, justement, les commissions qui attendent puissent faire leur travail. Alors, c'est pour ça que moi, ma recommandation au niveau du processus, pas tellement au niveau du fond, quoique je trouve que Mme la mairesse a une très bonne lecture. On ne peut plus voir les projets strictement sur le plan régional, c'est-à-dire local. Il faut les voir sur le plan régional. Il y a un impact. Mais il me semble aussi que la Ville doit prendre ses responsabilités et cesser d'attendre après les promoteurs pour avoir des données et prendre des positions. Alors voilà ma recommandation, ma contribution à un tel débat. Je n'irai pas sur le fond. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés. Mais il me semble que ça, dans n'importe quel projet, là, dorénavant, nous devrions prendre cette action-là et ça va être positif pour l'ensemble des Montréalais. Merci beaucoup, M. Deschamps. La parole au chef de l'opposition. Merci. Sur le 8.04, j'aimerais également joindre ma voix à remercier la commission qui a étudié cela, le président, les vice-présidents, ainsi que tous les commissaires, ainsi que tous ceux et celles et tous les parties prenantes qui ont participé avec leur mémoire. Et je pense qu'on peut collectivement dire qu'à certaines nuances près, il y a certains consensus. On ne va pas nécessairement être d'accord sur tous les détails, mais sur certains éléments de fond, on est d'accord. Et sur ces éléments qui ont été ressortis notamment par la mairesse, comme quoi il y a une véritable réalité problématique que va apporter ce projet en matière de congestion. Qu'il y a effectivement, en matière de gouvernance, sur des enjeux, entre guillemets, locaux, qui sont véritablement des projets régionaux, qu'il faut revoir ça à la longue pour de futurs projets. Mais lorsque j'entends Mme la mairesse dire qu'il est un peu tard et en même temps dit qu'il y a des rencontres qui sont prévues, lorsque je lis la première recommandation du rapport qui dit clairement qu'on doit demander ce temps d'arrêt afin de pouvoir étudier l'impact et sinon qu'on puisse justement utiliser tous les outils légaux disponibles. Je pense que ce serait peut-être un peu trop hâtif de fermer la porte à de voir ce qui est tout à fait faisable. Alors, je sais que tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lorsque j'entends un message qui dit on aurait dû agir plus tôt, les consultations auraient dû être plus tôt, oui, peut-être non. Je pense que M. Deschamps, M. Rotron et M. de Souza ont soulevé des éléments à cet égard-là. Moi, je pense qu'il faut voir ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on devrait faire maintenant. Et je pense qu'il y a encore possibilité d'agir. Je comprends qu'il est tard, je comprends qu'il y a des contraintes, mais je pense qu'il faut absolument comprendre, et nous le comprenons tous, l'impact qu'aura ce projet tel quel pour la génération future du secteur. Mme Montgomery a souligné le fait comme quoi il y avait un rapport qui a été déposé, un mémoire, qui a été déposé par l'arrondissement où il y avait un accord. Je l'avais dit à Mme la mairesse Montgomery ainsi que son chef de cabinet et d'autres que je n'étais pas d'accord avec tous les éléments du mémoire. Mais je ne voulais pas, justement à cause de l'importance du projet, de l'importance du mémoire, de commencer à faire divergence, quitte à
pouvoir transiger si jamais il y avait un enjeu sur lequel on devait être d'accord. Je pensais qu'il était plus important de parler d'une voix unanime sur cet enjeu-là venant de notre arrondissement, qui sera évidemment affecté par le projet Royal Mount. Alors, tout ça pour dire que j'espère que Madame la mairesse va continuer ses efforts pour justement faire ce qu'il doit faire et ne pas peut-être prendre trop hâtivement la parole de dire qu'il est peut-être trop tard. On va essayer de faire ce qu'on peut faire. Je pense que justement, elle l'a déjà démontré, je pense en réponse à ma première question, que lorsque c'est nécessaire de défendre les intérêts des Montréalais et des Montréalaises, elle est prête à aller au bat. Alors, j'en doute pas. Alors, je lui demande de le faire et c'est sûr qu'elle aura l'appui de ce Conseil. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perez. Monsieur le leader. En fait, ces dépôts-là sont faits. En fait, ces rapports-là sont finalement déposés. Alors, je vais passer à 1501, si vous le permettez, Monsieur le Président, oui. Pour faire pour la déclaration pour la reconnaissance de l'année internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Je vais céder la parole à ma collègue Marie-Josée Parent, mais je veux d'ores et déjà remercier nos invités d'avoir écouté tout un débat sur le Royal Mount et sur d'autres choses. Alors, je laisse la parole à Mme Parent pour présenter la déclaration. Merci. Mme Parent. Oh, le micro de Mme Parent, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, chers collègues du Conseil, chers invités. Bonjour, Koué. C'est avec fierté que je vous présente notre déclaration de reconnaissance de l'année internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Je vais commencer par présenter nos invités. Je remercie chaleureusement. Merci d'être présents aujourd'hui, de vous être déplacés malgré la tempête. Donc, Marie-Ève Bordelot, notre commissaire aux relations aux peuples autochtones à la Ville de Montréal. Marie-Ève, si tu veux te lever, merci. Philippe Meyer, directeur général de Montréal Autochtone. Philippe, merci d'être ici. Carole Bérubé, coordonnatrice du programme de langue de Montréal Autochtone. Andréane Parent, directrice principale des opérations et de la philanthropie pour les communautés inuites et des Premières Nations chez Fusion Jeunesse. Merci à vous quatre d'être ici. Je tiens aussi à souligner deux invités qui n'ont pu être présentes aujourd'hui, qui ont dû décliner pour des urgences. Odile Joannette, directrice générale du Wapikoni Mobile, et Lisa Coppercalo, qui est vice-présidente du Cercle circumpolaire, donc gouvernement inuit international. Vous êtes des acteurs importants dans notre communauté montréalaise, mais à l'échelle du Québec et à l'échelle canadienne aussi, pour la reconnaissance des langues autochtones. Montréal Autochtone enseigne enseigne 9 langues autochtones à Montréal, dont un cours d'Inuktitut pour les enfants. Ce sont des programmes qui sont absolument extraordinaires. C'est une richesse inouïe que d'avoir une institution montréalaise qui enseigne 9 langues autochtones sur notre territoire. Nous devons en être très fiers. Bravo Philippe, bravo Carole pour votre travail. Je sais comme ça a été un travail, un effort de longue haleine d'arriver à établir ces programmes-là et on leur souhaite vraiment longue vie. Andréane, c'est plus de 23 communautés autochtones qui bénéficient des programmes de fusion jeunesse. Les jeunes qui sont dans des programmes de persévérance scolaire ont entre autres l'occasion d'apprendre des savoirs ancestraux dans leur langue. Ce sont des programmes qui font une différence énorme dans leur vie, qui les raccrochent à l'école et qui souvent les raccrochent à la vie. Donc félicitations, je vous encouragerai à les applaudir une nouvelle fois. Ce sont des héros des langues autochtones. Et puis Marie-Ève, pour tout le travail que tu fais à la Ville de Montréal, hein, on le sait, notre stratégie arrive et c'est grâce à toi. Merci.
Vous le savez tous, mais je vous le rappelle, en août 2017, le Conseil municipal a adopté la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Je veux attirer votre attention aujourd'hui sur l'article 13 que je vais vous lire. L'article 13 parle du droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture et de littérature, ainsi que de choisir et de conserver leur propre nom pour les communautés, les lieux, les personnes. Ce droit, il est fondamental. La langue, c'est l'âme d'une culture. C'est ce qui nous permet d'exister comme communauté. C'est ce qui nous permet d'exister comme nation, comme collectivité. C'est ce qui nous permet de penser le monde, de le voir aussi différemment et d'avoir une richesse infinie de culture sur notre planète. Ne pas avoir droit à sa langue, c'est une violence incroyable. Aujourd'hui, on reconnaît dans cette enceinte l'importance des langues autochtones et j'en suis extrêmement fière. Depuis l'adoption de cette déclaration, la Ville travaille à un processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Ce processus, il est ancré dans la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Sans cette déclaration, la réconciliation n'existerait tout simplement pas. Et c'est à travers des actions concrètes qu'on établit le respect des droits des peuples autochtones. Et aujourd'hui, c'est une action symbolique mais hautement importante que d'appuyer une déclaration de reconnaissance à l'année internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Il nous semblait donc incontournable de souligner cette année, de continuer à travailler notre processus de réconciliation, notre stratégie, et de pouvoir avoir tout au long de l'année des activités qui viendront célébrer les langues autochtones. En conclusion, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre attention. Willalin, et je laisse Madame la mairesse poursuivre et présenter les résolutions de notre déclaration. Merci beaucoup, Madame Parent. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, je joins ma voix à ma collègue Marie-Josée Parent et je tiens à mentionner que cette déclaration, elle est proposée de façon conjointe, bien sûr, par moi-même, Valérie Plante, mairesse de Montréal, mais également par M. Lionel Pérez, le chef de l'opposition ici à la Ville de Montréal. Merci Marie-Josée pour ces bons mots, pour cette très belle introduction qui montre toute l'importance qui doit être accordée à la préservation et la valorisation des langues autochtones. On le sait, je pense que toute langue est intimement liée à la culture. Alors, de la valoriser, ça valoriser toute une culture et valoriser l'histoire également. Et quand on connaît son histoire, on peut mieux regarder en avant. Alors, je vais vous lire ces résolus. Tout d'abord, que la Ville de Montréal célèbre en 2019 l'année internationale des langues autochtones et participe activement aux efforts de l'UNESCO pour favoriser le rayonnement, la sauvegarde et la pratique des langues autochtones à Montréal. Que la Ville de Montréal procède à une première traduction de la Charte montréalaise des droits et responsabilités en Kanien'keha, en collaboration avec la nation Kanien'kehá:ka. Et enfin, que la Ville de Montréal poursuive ses efforts de traduction de la Charte montréalaise des droits et responsabilités afin qu'à terme, celle-ci soit traduite dans les langues autochtones des 11 nations qui se trouvent sur les territoires aujourd'hui appelés Québec. Alors, sur ce, je vais passer la parole à mon collègue, M. Pérez, qui, comme je disais, est co-signataire. Et je vous remercie pour le travail que vous faites, bien sûr, sur le terrain, à valoriser toutes ces langues. Et bien sûr, un salut tout spécial à notre collègue, notre commissaire, qui fait un travail absolument important et qui nous amène à être exemplaires en matière de réconciliation. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord, évidemment, remercier l'administration pour la collaboration que nous avons travaillé sur ce dossier. Comme vous le savez sans doute, il y avait une motion qu'on va retirer, qui est présentée lors de ce conseil. J'aimerais tout particulièrement remercier Marie-Josée Parent pour son travail sur ce dossier, pour son appui, pour faire avancer. Je pense que peut-être c'est un présage que lorsqu'on a la mairesse et puis le chef d'opposition qui propose
ensemble quelque chose, peut-être c'est un signal qu'il y a une réconciliation qui peut être faite entre nous à d'autres égards. Alors peut-être, on ne sait jamais, à travers une réconciliation des peuples autochtones, nous-mêmes, on pourra avoir une certaine réconciliation sur certains enjeux. Mais mettons ça de côté. Au cours du dernier mandat, j'ai eu le privilège d'être responsable sur les enjeux de démocratie au comité exécutif. Et un des enjeux, c'était justement de pouvoir traiter de ce joyau qui est la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Ce document phare qui parle de nos valeurs, de nos aspirations en tant que ville, mais également en tant que citoyens et citoyennes. Donc, la notion de droit, la notion de responsabilité, que ça va de pair. On ne peut pas seulement exiger des choses, on doit partager, on doit s'impliquer. C'est ça la façon qu'une société qui prend en compte tous ceux et celles qui peut être valorisant et qui peut avoir du succès. Je pense également que, comme l'a été mentionné, en 2017, la ville a entamé une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones. Cette stratégie de réconciliation mise sur l'éducation, la valorisation des langues et des cultures, le développement économique, la relation de nation à nation. Cette stratégie vise à mettre en valeur la présence et l'histoire autochtone de Montréal, passé, présent et futur. Elle se base sur une quantité d'actions qui visent à ramener le sentiment de fierté de son identité, de ses racines, de son héritage. Il y a eu plusieurs initiatives, comme nous le savons, qui ont été inaugurées notamment à Montréal. On avait évidemment où on a décrété le 21 juin, Journée montréalaise des Autochtones. On a également ce geste, je dirais symbolique, mais également spectaculaire, où la ville a choisi d'inclure le pain blanc au cœur de ses armoires et de son drapeau, afin de témoigner de la présence autochtone ancestrale sur ce territoire. Nous avons évidemment créé le poste et nommé notre commissaire aux affaires autochtones. Et la traduction de la Charte montréalaise poursuit dans cette lignée pour pouvoir justement aller de l'avant sur différents gestes. Gestes symboliques qui vont devoir se traduire et qui commencent à se traduire par de véritables actions. Alors, pour nous, il est clair qu'il faut continuer d'avoir cet enjeu, d'aborder des enjeux lorsqu'on a l'occasion. L'année, évidemment, de 2019 est l'année des langues autochtones. C'est donc un moment propice de pouvoir demander non seulement la traduction de Kanekea en Mohawk, mais également dans d'autres langues à venir. Et je pense que ça rime très bien avec ce qui est sur nos armoiries, qui est Concordia, salut. À quel point que nous voulons, à travers l'harmonie, pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que j'ai appris récemment qu'en Kanekea, en Mohawk, à Montréal, se nomme Tiotiake, là où les peuples et les rivières se rencontrent et se séparent. Je pense que la ville de Montréal constitue depuis toujours ce carrefour unique où cohabitent en harmonie des peuples de toute origine et nous sommes fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Perez. M. Vautrin. Merci, M. le Président. Plutôt aujourd'hui, on a parlé de Lucia Kowalik et j'ai mentionné son conjoint Dimitri Rossopoulos. En 2001, il y a une élection très divisive à Montréal sur la question des fusions forcées. En 2002, le maire Gérald Tremblay a convoqué la société civile pour parler qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, un grand sommet. Et dans ce sommet, Dimitri se lève pour proposer la création d'une charte montréalaise des droits et responsabilités, pour dire effectivement ce peut rassembler notre valeur commune et donner aux gens une façon de travailler ensemble. Pour moi, c'était le moment clé de ce grand sommet. C'est adopté à la unanimité à la chantier de démocratie au plénière et un groupe de travail a été formé. Le conseil municipal a adopté cette charte en 2005. Il était obligé par article 16 de réadopter en 2009, qui était le fait aussi. Depuis ce temps, la Ville a essayé de promouvoir ses valeurs communes. Monsieur le Président, j'attire votre attention au préambule. Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités est un instrument
originale mise à la disposition des citoyennes et des citoyens de la Ville de Montréal afin qu'ils puissent s'en inspirer dans leur quotidien, de même que dans la recherche de leurs droits et responsabilités. Et ainsi, you know something, I don't have my glasses and the writing's gotten smaller. Okay. Let me just say, tout ça pour dire que la Ville de Montréal proclame que le présent Charte montréalaise des droits et responsabilités son engagement à développer avec les citoyennes et les citoyennes le respect et les droits de l'exercice et les responsabilités en assurer l'application. L'article numéro 1 a parlé, la Ville est constituée un espace de vie. Again, it's too small. Basically, it says our fundamental principles, tolerance, respect, and cooperation. Et effectivement, la réconciliation avec les Premières Nations était un geste que la Ville a toujours appuyé, pas seulement de changer le drapeau, mais effectivement de faire un vrai dialogue. Je salue le travail de Maire Coderre et aussi de Maire Plante, effectivement, pour poursuivre cette réconciliation. Monsieur le Président, je dépose une lettre que j'ai écrite à Valérie Plante le 24 octobre dernier, où j'ai proposé que la Charte soit traduite en Mohawk et des autres langues autochtones. J'ai une copie pour chacun des membres. J'ai dit dans cette lettre qu'effectivement, la Ville a, depuis 2009, traduit la Charte en une langue différente, trouvée sur le territoire de la Ville pour essayer de vulgariser quelque chose qui est endossé par UNESCO comme une façon d'assurer que tout le monde peut comprendre toutes les nuances de cette charte. La charte peut être trouvée actuellement en arabe, en chinois, chinois simplifié, en tagalog, en créole, dans les autres langues trouvées sur notre territoire. J'ai été ravi d'avoir un appel de Mme Parent une semaine après que j'ai envoyé la lettre. Et un appel de M. Perez également. M. Perez m'a dit qu'effectivement, l'opposition officielle a travaillé sur le dossier pendant des mois et Mme Parent m'a dit que l'administration appuie la démarche d'avoir la charte en Mohawk et possiblement dans les autres langues autochtones qu'on peut trouver au Québec, au moins dans la région du Montréal. Elle m'a dit qu'elle va m'ajouter comme appuyeur dans ces motions et c'est avec plaisir que j'ajoute mon nom et félicite le fait que tous les partis ont trouvé une façon commune de travailler. Je sais que ça a commencé avec émotion dans le chapitre 65. Ce qui est important, on trouve terrain commun, on travaille ensemble et effectivement, il va y avoir un ajout de valeur. Personnellement, je pense que le geste de traduire ça en Mohawk va être bien apprécié par la communauté Mohawk dans la région de Montréal. C'est un geste qu'on dit qu'effectivement la réconciliation est réelle pour nous autres et on veut que nos valeurs fondamentales puissent être consultées dans votre langue d'origine par l'ensemble de votre population. Je félicite M. Perez, je félicite Valérie Plante également. Merci pour ce geste élégant aujourd'hui. Merci. Merci, M. Rautran. Conseiller Langevin. Monsieur le Président, cette année internationale des langues autochtones de l'UNESCO est quelque chose de majeur. Et je suis fier que la Ville de Montréal fasse des efforts pour contribuer à faire rayonner les langues autochtones. Le triste passé du Canada est marqué par les pensionnats, un génocide culturel envers les peuples autochtones, tel que reconnu par la Commission de vérité et de réconciliation. Le triste passé du Canada, je reviens. Pendant plus d'un siècle, les langues autochtones, plutôt que d'être valorisées, ont été supprimées. L'enseignement de ces langues a été quasi inexistant. Sur une note plus personnelle, j'ai enfin mes réponses. J'en avais parlé avec Marie-Josée Parent comme étant une rumeur familiale. Depuis des années, j'entendais mon père parler que sa grand-mère, Regina Lalonde, qui était algonquienne de Sainte-Marc, le long de la rivière des Outaouais. Cette semaine, j'ai fait plus de 10 appels chez des petits cousins descendants langevins afin de valider si j'avais des racines autochtones. En plus de me faire inviter à au moins 2 épluchettes de blé d'Inde cet été, c'était vraiment un bel exercice.
Et dans le fond, en effet, j'en ai. Qui sait, vous aussi, comme moi, vous auriez pu parler une de ces langues autochtones. Il n'est peut-être pas trop tard. J'ai aussi découvert qu'elle a eu 14 enfants. Imaginez si elle avait enseigné sa langue à ses petits-fils et ses petites-filles. Je parlerais une troisième langue. Comme la mairesse vient de le dire si bien, quand on connaît mieux son histoire, on planifie mieux le futur. La Ville traduit depuis quelques années la Charte montréalaise des droits et des responsabilités en plusieurs langues. Après le créole, le grec, l'arabe, les langues autochtones méritent le même traitement. Pour la mémoire de mes ancêtres, je me réjouis de cette déclaration et de l'engagement de traduire en langue autochtone cette charte. Je déclare également mon appui. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. Donc, la déclaration est adoptée. C'est ça. Monsieur le leader, juste une question. Est-ce que nous allons faire le point 11 du Conseil? Après les 15, tout de suite après les 15. C'est juste que nos invités attendaient depuis tellement longtemps que je me suis dit, si tout à coup il y avait une avalanche de pétitions, avec plein d'interventions sur des pétitions, je ne voulais pas les faire attendre plus longtemps. Super, donc on les rapporte après toutes les 15. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer aussi bien parti, on va continuer dans les 15. Là. Parfait. Et on va passer à 15-02. La déclaration pour la Journée internationale des femmes, et je vais laisser la parole à la mairesse de Montréal. Merci beaucoup. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, comme à chaque année, on fait cette déclaration qui est très importante, qui est celle de la Journée internationale des droits des femmes. Et ça me fait bien sûr plaisir de me lever en cette chambre pour pouvoir vous adresser quelques mots. En réfléchissant à qu'est-ce que je pouvais bien vous dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire, bien, on s'est orienté sur peut-être une espèce de bilan, de la dernière année et où est-ce qu'on en est. Alors, tout d'abord, mon premier point, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on utilise un hashtag que phénomène est éphémère. Alors, c'est la dernière année, on a vu confirmer que ce mouvement-là, que ce soit celui de MeToo, agression non dénoncée ou encore Time's Up, bien, ils sont là, c'est pas juste des phénomènes viraux, là. Ça vient répondre, c'est venu répondre à un besoin important de prise de parole par les victimes d'agressions, entre autres d'agressions sexuelles. Alors, c'est un mouvement qui est important et qui continue de permettre à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes de s'exprimer et de faire part de ce qu'elles ont vécu. Un deuxième point, maintenant que les langues se délient, c'est important de soutenir les survivantes, très important. Et à ce moment-là, il faut faire preuve parfois de créativité, réfléchir à l'extérieur de la boîte. On a vu récemment nos collègues à l'Assemblée, à la colline parlementaire, réfléchir à quel genre de processus doit être revu pour mieux soutenir les femmes. Même chose pour le service des survivantes du SPVM. Et je pense qu'il y a moyen de réfléchir également à d'autres façon d'aller chercher réparation ou de guérir. Je pense bien sûr à la justice réparatrice ou alternative, qui peuvent être des façons de faire qui permettent aux victimes de passer à autre chose, qui est bien sûr absolument souhaitable. Maintenant, quand on parle de la lutte des femmes, je pense qu'il est important aujourd'hui de penser à toutes les femmes et de ne laisser personne derrière. Et ça veut dire d'aborder la lutte pour les droits des femmes dans une perspective intersectionnelle, puisqu'on le sait que certaines femmes peuvent vivre 2 fois plus de défis ou 3 fois plus de défis, dépendamment de leur statut social. Entre autres, si elles sont des femmes, si on est une femme racisée, une femme en situation de handicap, une femme autochtone, une femme trans, et une femme en situation d'itinérance, et bien d'autres statuts qui viennent s'imbriquer, qui viennent complexifier notre vie d'une certaine manière, qui viennent l'enrichir, soit, mais qui amènent quand même son lot de défis au niveau systémique. Alors, je pense qu'il est important d'avoir toujours ça en tête lorsqu'on parle de la lutte des femmes. Enfin, je m'adresse à nous toutes et nous tous, mais je vais m'adresser à nous toutes en particulier ici en cette Chambre. Je pense que nous avons le devoir d'être des leaders inspirantes et je crois qu'on a de quoi être fiers puisqu'aux dernières élections municipales, il faut le rappeler, c'est la première fois dans l'histoire de Montréal que
plus de femmes que d'hommes sont élus. Ce n'est pas le plus qui est important, mais cette idée d'être paritaire. Nous sommes un conseil municipal paritaire. C'est absolument exceptionnel pour la quantité de gens qui se trouvent ici. Alors, je nous félicite bien sûr toutes. Et quand je dis des leaders inspirantes, c'est de faire profiter aux gens autour de nous ou même en arrondissement de notre expérience pour encourager les femmes à se lancer en politique, puisqu'on le sait, certains des obstacles liés à la participation des femmes peuvent être liés au réseautage, mais aussi à la méconnaissance de certains milieux qui peuvent paraître moins familiers ou moins intéressants. Alors, nous avons une responsabilité d'aller dans ce sens. Mais bien sûr, je vais interpeller aussi mes collègues masculins parce que, dans le fond, c'est un travail complémentaire. Hein. On est tous là-dedans. On souhaite toujours avoir des institutions plus paritaires et plus représentatives. Alors, c'est une cause que je sais qui est partagée également par tous mes collègues masculins. Et enfin, je pense que mon dernier élément, ce serait de porter attention, d'être attentif aux jeunes générations qui ont de très beaux messages, qui portent bien, je trouve, cette notion d'intersectionnalité et qui peuvent en tout cas moi, comme vieille féministe, ou en tout cas, qui l'est depuis un bout. Non, mais je suis fière, ça fait, mon Dieu, je dirais 25 ans que je suis une féministe assumée, facilement. J'ai des leçons à prendre aussi des plus jeunes qui peuvent, de par leur mouvement, de par leur façon de voir la vie, nous apprendre des choses. Alors, comme quoi l'apprentissage ne cesse jamais. Et je pense que le mouvement des femmes a tout intérêt à être également dans cette approche intergénérationnelle, comme l'ensemble des mouvements de notre société. Alors, bonne journée des droits des femmes qui s'en vient très prochainement. Et puis, on va continuer à faire avancer le droit de celles d'ici et de celles d'ailleurs, puisqu'ensemble, on est toujours plus fortes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on va prendre la balle au bond sur les bonnes paroles de Mme la mairesse, puisque l'opposition officielle souhaite aussi prendre un moment pour souligner la Journée internationale des femmes qui approche à grands pas et en même temps souligner l'accomplissement des femmes et leur place en société. Alors, tout d'abord, nous aimerons parler du chemin parcouru ici au Québec et également particulièrement à la Ville de Montréal. Donc, comme vous l'avez dit, Madame la mairesse, lors des dernières élections montréalaises, un nombre record de 53 femmes ont été élues à l'Hôtel de Ville de Montréal. Également, aux dernières élections provinciales, avec un nombre record de 52 femmes élues à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est de bonnes nouvelles. Les femmes sont de plus en plus représentées dans la sphère politique. Elles sont aussi de plus en plus récompensées pour ce qui est de leur contribution au niveau des avancées scientifiques. Rappelons-nous de la chercheuse canadienne Donna Strickland, qui a été la 3e femme à recevoir le prix Nobel de physique en 2018, après Marie Curie en 1903 et Maria Gopper-Mayer en 1963. Pensons aussi à Mala Yousafzai, symbole de la lutte pour l'éducation des filles, qui, en 2014, âgée seulement de 17 ans, a obtenu le prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi, ce qui a fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix et qui continue aujourd'hui à militer pour le droit des femmes à l'éducation. Revenons au Québec maintenant, voix d'émancipation est le thème de la 28e édition du mois de l'histoire des Noirs, un thème qui est consacré aux femmes noires, à ces femmes dont les actions, les victoires, les combats témoignent de leur engagement à la communauté et à la société dans son ensemble. Cette célébration est aussi l'occasion de récompenser 12 lauréates au parcours inspirant. Ce sont des activistes féministes, des artistes, des entrepreneurs, bref, des passionnés. Elles sont la fierté de Montréal, du Québec et du Canada. Pensons notamment à Jennifer Abel, qui, avec 8 médailles remportées lors des championnats mondiaux, est la plongeuse la plus décorée de l'histoire canadienne. Maintenant, à Montréal, une ville engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle compte parmi ses réalisations une politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, également la création de Toponimel, première banque toponymique féminine. Les femmes ont marqué notre histoire, comme l'a dit Madame la mairesse, et il est primordial de mettre en lumière leur contribution en leur donnant l'espace qu'elles méritent. Il y a aussi la place des Montréalaises, dont l'exposition Citoyenne inspirante met à l'honneur le parcours de 21 Montréalaises créatives, engagées, savantes, des Montréalaises d'exception.
alors que plusieurs défis doivent encore être relevés pour que les femmes occupent leur juste place dans notre société et dans les sociétés à travers le monde. Nous pouvons être fiers de ce qu'elles ont accompli. Les femmes proviennent de tout horizon et contribuent individuellement et collectivement à leur manière à la richesse culturelle, historique, scientifique, économique, artistique de leur société. Et nous sommes fiers de le souligner pour la journée qui approche du 8 mars prochain. Alors, nous aimerions, moi-même, ma collègue Patricia Latanzio et ma collègue Mary DeRoss, rajouter nos noms à la déclaration. Merci. Merci beaucoup, Mme Morin-Roy. Mme Montgomery. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'aimerais, merci beaucoup, Monsieur le Président, Vice-président. Je vous adresser concernant la Journée internationale des droits des femmes aussi. Et c'est vrai que nous sommes très nombreuses dans cette salle et aussi aux États-Unis depuis l'élection de mi-mandat. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes. Mais les luttes que les femmes ont menées génération après génération et qu'elles mènent encore peuvent nous apporter beaucoup plus que cela. Si on réfléchit aux histoires des premières féministes comme Thérèse Casgrain et Simone Monet-Chartrand, ou aux voix des féministes qui prennent la parole aujourd'hui comme Martine Delvaux ou Pascal Navarro, si on imagine le monde que construisent les jeunes femmes comme Greta Thunberg, qui mobilisent les jeunes de partout au monde dans sa lutte contre les changements climatiques, alors nous voyons quelque chose de très grand et en train de se dessiner. Les femmes ont été dans l'angle mort des hommes pendant les centaines d'années. Elles connaissent l'expérience de l'exclusion. Elles se sont passées cette expérience de grand-mère et de tante aux filles et aux nièces. Mais chacune de leurs histoires séparées de l'histoire des autres n'a pas beaucoup de poids dans un système qui maintient le pouvoir des uns par l'abus des autres. In the past 5 years, we've seen extraordinary change and have heard from countless women around the world. We have found the courage to share our painful stories publicly, making it impossible for the world to ignore the repeated violence and how much we all suffered in silence. With the creation of Agression non dénoncée, Being Raped Never Reported, which I created 5 years ago with a colleague, another journalist in Toronto, and the movement Me Too, everyone recognized that this violence had held us down for decades, but would no more. Je crois qu'au-delà des résultats, c'est cette solidarité-là que les femmes amènent avec elles quand elles prennent leur place dans tous les domaines. Nous, les femmes, on sait qu'il faut se méfier des grands discours de ceux qui aiment avant tout s'écouter parler. Notre expérience nous dit qu'il faut d'abord s'écouter entre nous, donner de l'importance à chacune de nos petites histoires, les mettre ensemble comme des perles qu'on enfile un après l'autre sur un collier. On sait que le vrai pouvoir vient de collectif, parce que c'est comme ça que nous avons ouvert une brèche pour montrer comment fonctionnent les exclusions systémiques. C'est un modèle d'action qui nous connecte les unes aux autres et qui montre que chaque petite agression fait mal, mais aussi que chaque petit geste peut guérir. Alors, qu'est-ce que ça apporte, faire plus de place aux femmes? Ça apporte un nouveau modèle, une nouvelle façon de faire des choses. Les femmes, comme je le disais, ont vécu dans l'angle de mort des hommes pendant trop longtemps. Maintenant que nous sommes visibles, maintenant que nous avons
envahi l'espace public avec nos histoires. Il faut nous rappeler que d'autres vivent dans nos angles morts. Pour éviter que l'expérience d'exclusion se répète, nous devons nous souvenir de comment on se sent quand on est isolé et invisible. Il faut commencer par écouter les autres. Écouter les violences qu'ils subissent, les croire et soutenir leur lutte pour l'égalité et la dignité, pour que les violences sexistes, mais aussi racistes, économiques, environnementales, ne se vivent plus jamais dans le secret. Merci. Merci beaucoup, Madame Montgomery. La parole à Monsieur Bielé. Merci, Madame la Présidente. Alors, je tenais à ajouter ma voix à cette déclaration et faire aussi en sorte qu'au nom de toutes les voix masculines aussi, on se lève pour saluer et fêter la Journée internationale de la femme au quotidien, non pas seulement le 8 mars, mais reconnaître qu'il y a encore beaucoup de défis et saluer le nombre d'organismes qui œuvrent, que ce soit le Centre des femmes, que ce soit des organismes qui œuvrent dans des communautés très diversifiées. Je pense à des quartiers qui sont très représentés en termes de nouvelles immigrations, où est-ce que l'émancipation et la place de la femme dans un milieu qui se veut et doit être égalitaire comme notre société ici à Montréal, ces organismes-là jouent un rôle pleinement nécessaire pour ces femmes qui non seulement doivent vivre avec l'enjeu d'immigration et d'intégration, mais aussi celui de prendre leur juste place. Comme ma collègue Karine Boivin-Roy le faisait remarquer, le mois des Noirs et le mois de l'histoire des Noirs, avec le titre et le thème de Voix d'émancipation, reconnaît cette dizaine de femmes. Il y en a une que j'ai l'occasion de côtoyer depuis plus de 15 ans maintenant à Saint-Laurent, Mme Thelma Johnson, qui a été la première à ouvrir un beauty salon de la communauté noire comme femme et a été donc démontré l'exemple pour tant d'autres, tant de femmes. Donc je salue la Ville de Montréal et la table du Mois des Noirs qui ont reconnu en ces personnes des exemples comme tant d'autres. Et je reconnais vous toutes, élus, collègues élus, qui donnez l'exemple à de jeunes filles, à des femmes qui veulent prendre leur place sur le milieu politique, dans le monde politique et autres. Et je salue l'initiative de la présidence qui, le mois prochain, aura donc cette CTL qui pourra être un autre moment phare dans lequel les jeunes candidates éventuelles pourront prendre place. Alors, je tenais à ajouter ma voix à cette déclaration et surtout la rendre, elle est unanime, mais s'assurer qu'on parle tous d'une voix commune. Merci. Merci beaucoup, M. Miele. Donc, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Madame la Présidente, à l'item 1503, je vais faire une petite modification de séquence, c'est-à-dire que je vais l'appeler, mais je vais le réunir avec, et je vais demander à tout le monde de bien ouvrir les oreilles pour qu'il y ait de mécompréhension. Je vais réunir 1503, qui est la déclaration visant à affirmer le statut de Montréal en tant que l'une des principales villes de jazz en Amérique du Nord, avec
4601, qui est de nommer le parc Daisy Peterson Sweeney et de renommer du même nom une partie de la rue de Lévis dans l'arrondissement du Sud-Ouest, parce que les deux sont liés dans l'esprit. Et là-dessus, je vais laisser la parole à la mairesse de Montréal pour commencer l'intervention et ensuite à Mme Gosselin, responsable de la culture, pour compléter. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Madame la mairesse. Oui, bonjour. On a une très belle délégation. En fait, je dois dire, nos banquettes sont pleines cet après-midi de visiteurs et visiteuses prestigieux. Merci d'être là. C'est une très belle déclaration qu'on fait aujourd'hui. Donc, je la nomme cette déclaration visant à affirmer le statut de Montréal en tant que l'une des principales villes de jazz en Amérique du Nord. Et puis, oui, on est très heureux d'avoir cette déclaration-là et le fait que vous soyez si nombreux, je pense que ça montre justement toute l'énergie qui a été mise au fil des années pour faire de Montréal cette ville de jazz qui est reconnue à travers le monde. Et je tiens à vous nommer tous et toutes qui vous êtes déplacés aujourd'hui, malgré la température un peu incertaine. Alors, tout d'abord, M. Oliver Jones, M. Doudou Boissel, Mme Judith Sweeney, M. Charles Biddle Jr., M. Kenneth Hemrick, M. Harry Turnbull, Michael Farkas, Audrey Missiosia, François Martinez, Martiquez, pardon, je me fait une erreur, Normand Marchal, Louise Villeneuve et Véronique Lemay. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Et je vais passer la à ma collègue, mais je pense que le message qu'on tient à vous envoyer aujourd'hui, c'est que serait Montréal sans le jazz? Quel serait Montréal sans celles et ceux qui ont fait vibrer depuis vraiment très longtemps l'âme de cette ville grâce au jazz? Oh, je vous avais pas vu, bonjour. Non, je ne vous ai pas nommé. Bonjour, attendez, je viens d'avoir un blanc. Alain! Monsieur Simard. Je ne vous avais pas vu en haut dans la banquette, alors merci d'être là également. Donc bref, on en parlait aujourd'hui dans les nouvelles comme quoi les festivals sont importants à Montréal. Il y a le festival de jazz, mais bien avant ça, il y a eu aussi toute cette histoire qui s'est faite, qui a amené entre autres à ce statut de grande ville de jazz. Alors je vais laisser la parole bien sûr à ma collègue responsable de la culture au comité exécutif de notre administration. Mais encore une fois, merci pour votre travail et nous sommes heureux de pouvoir faire ce devoir de mémoire pour continuer justement à faire vibrer le cœur de Montréal au rythme du jazz. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. La parole à Madame Gosselin. Merci, Madame la Présidente. Alors, distingués invités, chers collègues, c'est avec énormément de joie, d'enthousiasme et de fierté que nous affirmons aujourd'hui la primauté de notre ville parmi les villes du jazz du monde. C'est un statut que Montréal, ville ouverte sur le monde et aux nouvelles expériences culturelles, mérite amplement. Après un siècle d'histoire d'amour entre les Montréalais et cette haute forme d'art contemporain qu'est le jazz, il nous apparaît important de reconnaître de manière officielle l'importance de sa place dans notre paysage artistique. Les atomes crochus de Montréal et du jazz ont plusieurs fondements historiques. On se souviendra que ses origines se situent dans la Nouvelle-Orléans, autre ville d'origine française, à l'histoire complexe et à la composition hautement bigarrée, autre ville fluviale dont les différents courants se mélangent en une identité riche de nouvelles compositions. Le jazz, comme toutes les formes de musique qui émergent de l'expérience noire en Amérique, accomplit un miracle, celui d'extérioriser la douleur de vivre tout en exprimant la joie et l'exubérance. C'est ce qui constitue sa grande puissance et son universalité. C'est ce qui lui permet de sans cesse se renouveler
à travers la recherche constante d'un équilibre entre la tradition des formes transmises et l'expérimentation audacieuse. C'est en fait une forme d'art qui symbolise parfaitement la résilience et le renouvellement, qualité dont l'humanité aura toujours besoin. Le jazz est un don au monde des Afro-descendants d'Amérique. Les Montréalais de toutes les origines se sont reconnus en cette musique universelle et plusieurs de nos artisans y ont contribué et y contribuent toujours. Honored guests, this declaration takes jazz as its subject, but I wish to make it clear that by it, we are in no way equating our appreciation of Black achievement with our appreciation of music. Our aim is rather to begin to give the tremendous vitality and dynamism of Black Montreal culture its due, and to affirm loudly and clearly that it is a source of pride and gives a sense of achievement to all Montrealers. We wish to acknowledge that something very special happened here in our city, starting where the Black Porters lived and quickly spreading throughout its grid of hopping, glittering streets. Back at the beginning of the 20th century, we were a nascent, emerging society, and we, as a society, could not countenance the lines of fracture and segregation that characterize our southern neighbors' violent and unjust history. And so it was that Montrealers early on embraced with enthusiasm and gratitude talent in whatever form or shade it occurred. That was and should ever be the way we grow. Out of difference, we went on to forge a unity that is not perfect, but that perfection is ardently desired, and that is our mission and our duty to improve upon at every chance. Alors aujourd'hui, Montréal dit merci à sa communauté de jazz, à tous les musiciens et autres travailleurs sur qui cette magie musicale dépend. Nous vous remercions pour ce don que nous chérissons comme un trésor. Merci. Merci beaucoup, Mme Gosselin. La parole à M. Corville. Merci, Madame la Présidente. Juste avant ma déclaration, je veux saluer la présence de cette belle délégation de la communauté noire en ce mois de l'histoire des Noirs. Goodbye Broadway, Hello Montreal chantait Billy Rose et Mort Dixon dans les années 20. Montréal était dans ces années une ville où l'on savait s'amuser, jouir de la vie, peut-être parfois avec trop d'alcool, il est vrai. Montréal était alors une plaque tournante du jazz. Dans les années 30, même chose, dans nos bars, les séances d'improvisation se succèdent. La mixité est belle à voir, comme la musique, belle à entendre. À cette époque et encore aujourd'hui, les noms d'Oscar Peterson ou d'Oliver Jones résonnent dans la tête des amateurs de jazz partout à travers le monde. Mais Montréal, ce n'est pas seulement une pépinière d'excellents musiciens. C'est aussi tout un ensemble d'endroits où les jazzmen montréalais et du monde entier peuvent se produire, pour n'en citer que trois, les Upstairs, Résonance et Diez 11. Enfin, l'amour de Montréal et du jazz nous ont donné à tous et à toutes un magnifique enfant, le Festival international de jazz de Montréal, qui, grand garçon maintenant, fête ses 40 années en 2019. Festival de renommée mondiale, le plus grand du monde, si on croit le Guinness. Il a vu les plus incontournables artistes, Brubeck, Davis, Rollins, Dylan, Fitzgerald et j'en passe. C'est un enfant dont on peut être fier, dont j'espère nous travaillerons toujours à faire grandir. Avant de conclure, je veux en profiter pour rappeler deux choses. L'histoire du jazz à Montréal est associée directement à notre histoire d'ouverture et de tolérance. Ne l'oublions pas. C'est cette ouverture qui nous a rendus attirants et qui a permis à Montréal de se développer
culturellement. Et on ne peut pas en profiter pour saluer que cette déclaration se fasse pendant le mois de l'histoire des Noirs. C'est encore un exemple, un de plus, que Montréal ne serait pas la ville qu'elle est et ne serait pas une des principales villes de jazz en Amérique du Nord sans sa communauté noire. Ensuite, je vais intervenir sur le parc Daisy Peterson Sweeney. Aujourd'hui, nous honorons une grande dame, une grande Montréalaise. Daisy Peterson Sweeney est née à Montréal, dans la Petite Bourgogne. Elle a été professeure de piano des plus grands musiciens de Montréal, dont les notables Oscar Peterson, Oliver Jones, Ken Skinner, Joe Selly, pour ne citer que cela. Elle a également fondé le Montreal Black Community Youth Choir, qui existe toujours aujourd'hui sous le nom de Montreal Jubilation Gospel Choir. À son décès, le maire de Montréal a rapidement vu l'importance qu'elle soit honorée pour elle-même, pour ce qu'elle a apporté à notre grande ville, qu'elle soit honorée convenablement. Après quelques difficultés, en nommant un parc et un tronçon de rue au cœur de la Petite Bourgogne, nous honorons cette promesse enfin. Daisy Peterson Sweeney a laissé une empreinte auditive éternelle dans l'air de Montréal et de la Petite Bourgogne. Elle aura maintenant une empreinte visuelle dans son quartier. Cette empreinte poussera, on l'espère, les générations qui suivent à découvrir sa musique et les passionnés d'histoire à comprendre son apport à notre société, à notre communauté, à notre peuple. En ce mois de l'histoire des Noirs, la nomination de ce parc et de cette rue à son nom revêt une importance qui la dépasse. Madame Daisy Sweeney devient le symbole de l'engagement de la ville de Montréal envers la communauté noire, un engagement de reconnaître de manière pérenne la richesse et les joyeux de leur contribution à notre grande ville. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Corville. La parole à Monsieur Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Hello, everyone. Lots of friends and acquaintances up in the tribunes today. As the humble representative of Little Burgundy, Sud-Ouest, and Saint-Henri, I want to say a few words because obviously so much of jazz happened in the origins of Little Burgundy. You know, I love jazz and I love my neighborhood, and people are so proud of our history in our neighborhood. I could have just imagined what it would have been like to walk along the strip in St. Antoine and Café Saint-Michel and Rufus Rockheads and hear some of the greatest players in the world happen right in our neighborhood. It's left its mark on Montreal, but it's left its mark on the entire world. Some great things were developed in Montreal in terms of jazz, in terms of community, in terms of art. So it's something that this kind of history informs me on a daily basis as I work as the representative of the Sud-Ouest. I try my best to keep abreast with the history. When I hear Andy Williams talk, or when I watch the Burgundy Jazz documentary, it just like inflames in me and so many other people in the Sud-Ouest the immense history we have. We're just so proud to have this history in the Sud-Ouest, and that goes for the members of all the various communities and the diversity we have in the Sud-Ouest. You really feel it in the pride of the people of the Sud-Ouest, and it's for this reason that I think it's just wonderful, and it's been welcomed so positively by the community to have the Daisy Peterson Sweeney Park right in such a beautiful spot by the Atwater Market. It's a beautiful park by the canal with a street as well. I never got the opportunity to meet Daisy Peterson Sweeney. I would have loved to. She must have been one hell of a teacher, because she had some of the greatest students and some of the greatest musicians. Not to undermine Mr. Jones, how great you are. Obviously, I've seen you work. You're magic. It's immense talent, but wow. And she has such a resonance still in the community. We're so happy to have collaborated for the mural in Burgundy for Mrs. Peterson Sweeney. And we're so happy that now she'll be remembered and thought of by many people in the Sud-Ouest. In fact, all Montrealers, because it has such a prestigious spot in Montreal with this park and street, right next to Rufus Rockhead Street.
named after one of the greatest impresarios of jazz we have in Montreal, the owner of Rockhead's Paradise, and of course Charles Biddle Street, one of the fine bassists of Montreal, the late Charles Biddle. We're so happy to recognize him as well. So it's just a prominent spot, and it's something that really inspires the residents of the Sud-Ouest in Montreal. So we're very happy to be here today to vote this together unanimously and support the great history we have in the Sud-Ouest. And we thank you for your presence and being here. Thank you, Mr. Sauvé. La parole au chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais, avec la permission de l'administration, ajouter mon nom comme appuyeur. C'est véritablement un honneur, avec la délégation que nous avons ici présentée avec nous, de pouvoir traiter de ces deux dossiers. Et à un certain niveau, lorsque j'ai vu la déclaration, comme des fois, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'apporter des déclarations où on connaît l'évident? Tout le monde est d'accord, tout le monde le reconnaît à quel point, mais non, c'est important, de temps en temps, de pouvoir justement rappeler ces éléments-là. It's an honor to be able to have these two files, a unanimous declaration by this council to obviously recognize what everybody knows, that Montreal is a jazz city. I don't think we're actually, inventing anything new. We're not reinventing the wheel. We're not letting people know something that they don't already know. But it reaffirms how proud we are of that history, of that connection there is in Montreal and jazz, and most notably, obviously, with the Black community. And how appropriate, as was mentioned by my colleague, Mr. Corville, how appropriate that these decisions, that these declarations are being made this February during Black History Month. So it's a true honor to be able to join my voice together with everyone in this council to be able to recognize the important contribution of Mrs. Obviously Daisy Peterson-Sweeney, of the whole community, of everyone present. An honor to have everybody that has contributed to make Montreal what it is on international scene, on the jazz scene, and to be able to call it ourselves, to make it part of us. So, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Thank you. Madame la mairesse. Je m'excuse, j'ai oublié de dire quelques mots concernant le parc Daisy Peterson-Sweeney, and I just wanted to thank the family who, when we first met, thank you for being open-minded and for giving me your trust in my desire to find a place that would be a good place to honor the memory of Daisy. So I wanted to thank you for that. I think we're in a place where I'm thrilled to see how this place will be, how this park will be alive, with the memory of Daisy Peterson-Sweeney, especially in a place where she grown up, where she was supporting other students with her music and her teaching. So all that to say, thank you for letting us do this collaboration. And I have to say, for me, it was a pleasure to get to know you better. This is a fantastic family you have. So thank you. And we can wait for the summer to be by the water sitting in the Daisy Peterson-Sweeney Park. Thank you. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, ceci conclut les tours de parole. Cette déclaration est alors adoptée, ainsi que le point de la toponymie. Madame la Présidente, je vais simplement ramener le point 11.01, dépôt de pétition, que j'avais esquivé. Est-ce qu'il y a des pétitions à déposer? Il n'y a pas de pétition. Merveilleux. Nous allons donc au chapitre de l'Aglo, au chapitre 80. Et je vais réunir les systèmes 2001 à 2005. 2001, on conclut une entente cadre d'une durée de 24 mois avec Impérial Traitement Industriel. En 2002, on autorise la prolongation pour une période de 12 mois de l'entente cadre conclue avec Centre du travailleur FH Inc. En 2003, on autorise une dépense additionnelle de 172 000 $ afin d'exercer l'option de prolongation pour l'entretien des licences logicielles Control-M et MainView. En 2004, on conclut une entente cadre d'une durée de 5 ans avec Aérofeu. Et en 2005, on accorde un contrat de gré à gré à Bentley Systems Inc.
Merci beaucoup, Monsieur le leader. Monsieur Miele, c'est sur quel point? Merci, Madame la Présidente. En l'absence de mon collègue Sari, j'interviendrai sur les points 80-2004 et 80-2005. Allez-y. En 80-2004, avant tout, on se réjouit tout à fait de l'achat de ces équipements qui sont nécessaires pour atténuer et surtout tâcher de limiter toute source de contamination pour notre personnel du service incendie de Montréal. On le sait, il y a de l'exposition de contaminants si on ne réussit pas à bien entretenir les équipements des pompiers. Et donc, à ce titre, l'insalubrité des habits de combat mal nettoyés, non séchés, est un danger pour la santé de nos pompiers. On sait aussi combien leurs services sont de plus en plus augmentés depuis déjà plusieurs années qu'ils servent également de premiers répondants. Et si en 2017, sur 131 673 interventions du CIM, 64,4 étaient des interventions de premiers répondants, donc à 84 867. Les incendies, de leur côté, ont représenté 13 ce qui ne change pas le fait que nos services d'incendie et le personnel doivent s'assurer d'avoir toujours de l'équipement fit for the work and the mission that they accomplish, but also exempt of any possibility of contaminants. And les séchoirs que nous acquérons sont à ce titre une nécessité. La Commission de la sécurité publique, en 2018, avait tenu une séance sur les maladies professionnelles des pompiers et avait donc fait la lumière sur le risque de maladie accentué par l'exposition continue à des contaminants. Et dans les mesures mises en place, il y avait aussi la contamination croisée, l'intoxication cutanée par la fumée, les gaz et l'air suie. Alors, on espère que les équipements en question vont atténuer le tout. En ce qui concerne le 80-20-05, pour le contrat de gré à gré à Bentley Systems, c'est, Madame la Présidente, un contrat qui est renouvelé de gré à gré pour la 5e fois depuis 2009, si je ne m'abuse, qu'on utilise les services, près de 15 ans, plutôt même plus que 2009. 15 ans qu'on utilise les services. Par contre, si on fait une analyse fine des montants que l'on paie pour les licences, ils n'ont cessé de croître. Et si au départ, on payait en moyenne en deçà de 250 000 par licence annuellement, aujourd'hui, on en est à 600 000. Et donc, il y a de notre côté une inquiétude de ne pas avoir une stratégie pour se départir ou si ce n'est pas de départir, d'ouvrir le marché ou d'avoir une solution de rechange parce que depuis le début, le sommaire décisionnel, on le voit, une augmentation annuelle est prévue et chacune des années voit une augmentation entre 8,6 et 23,8 depuis 2017. C'est 34 plus que le dernier contrat. Lorsqu'on dit que la hausse des frais d'abonnement s'explique aussi par une diminution de l'escompte que l'on avait. On avait une escompte qui atteignait 60 %. Aujourd'hui, elle est de 38 Par contre, on n'a pas une explication parce qu'il n'y a pas de quantité qui viennent justifier, il n'y a pas une baisse de quantité de licences qui viendrait justifier la diminution de l'escompte. D'habitude,
dans la plupart de nos appels de proposition, on peut considérer qu'une escompte va suivre si jamais il y a une demande qui est moindre. Par contre, ici, on semble être pénalisé, le client semble être pénalisé en termes de montant sans justificatif, du moins apparent à la face même du sommaire décisionnel qui est devant nous. Il y a donc 3 éléments qui nous inquiètent, celui de la durée du contrat, le prix du fournisseur qui ne cesse d'augmenter et un escompte qui, de ce côté de la Chambre, on ne considère pas qu'il est justifié, qu'il est baissé. Et pour toutes ces raisons, à moins d'explications du porteur de dossier qui nous satisfasse, on se verra dans l'obligation de noter notre dissidence sur le 80-2005. Merci, M. Miele. La parole à M. Croteau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur le point 2005 en droit de réplique, alors, si vous remarquez bien, il y a quand même une diminution globale d'année en année à chacun des contrats. Il y a une hausse du taux d'escompte, mais il y a quand même une escompte. Donc, je comprends mal votre analyse à cet effet-là. D'autre part, j'ai spécifiquement fait indiquer un paragraphe dans le sommaire décisionnel pour répondre à vos interrogations que je savais que vous alliez poser, étant donné que M. Sari les soulève à chaque conseil et que je me disais que simplement verbalement, ce n'était pas suffisant. Je l'ai fait inscrire dans le sommaire décisionnel à page 4 de 11 qui dit ceci. Durant cette période de renouvellement de 3 ans, une vigie et une revue complète du portefeuille d'actifs logiciels Bentley sera réalisée afin de répondre notamment à l'évolution des applications informatiques et aux exigences des utilisateurs métiers et opérationnels, ce qui veut dire que cette vigie serait faite pour revoir entièrement le portefeuille et pour voir si nous avons toujours les bons services et pour voir s'il y a l'opportunité d'ouvrir le marché la prochaine fois. La phrase était bel et bien inscrite dans le sommaire pour répondre à votre interrogation que je savais qu'elle allait venir. Merci. Merci, M. Croteau. Alors, Madame la leader de l'opposition, je comprends que c'est pour réitérer... Oui, pour réitérer notre dissidence sur ce point. Merci. Oui, M. Rotran. J'aimerais inscrire ma dissidence sur 80-20-05. C'est noté. Alors, ces points sont adoptés avec les dissidences de l'opposition officielle et de M. Rotran au point 80.20.05. Monsieur le leader. Oui, Madame la Présidente. Nous allons réunir les systèmes 2006 à 2010. En 26, on accorde un contrat à DM Valve et Contrôle pour la fourniture de 6 débitmètres pour la station de pompage McTavish. En 27, on conclut avec Distribution GlassJet Inc. une entente d'achat contractuelle d'une durée de 24 mois pour la fourniture et la livraison de sable de filtration. En 28, on accorde un soutien financier non récurrent de 325 000 $ à l'École de créativité La Factory. En 29, on accorde un contrat à Ali Excavation pour des travaux de construction de chambres de vannes et de mesure dans la ville de Dollard-des-Ormeaux. Et en 2010, on accorde un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux pour des travaux de construction de chambres de vannes et de mesure dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. C'est adopté. De 2011 à 2015, Madame la Présidente, nous allons réunir ces 5 points. Et en 2011, on commence par accorder un contrat à Ella Hébert pour des travaux de sécurisation des falaises au parc Frédéric-Bach. En 2012, on autorise une dépense additionnelle de 49 000 $ en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées dans le cadre du contrat accordé à Saint-Denis-Thompson. En 2013, on autorise une dépense additionnelle de 505 000 $ pour l'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif au 10 351 Sherbrooke-Est. En 2014, on autorise le transfert d'un montant de 172 537 $ des dépenses incidentes aux dépenses contingentes pour des travaux d'enveloppe et des systèmes électromécaniques du SPVM, du quartier général du SPVM. Et en 2015, on accorde un contrat de service professionnel en ingénierie et en architecture aux firmes Stantec Expert Conseil et Réalpol Architecte. Monsieur Miele, à vous la parole. C'est sur quel point? Sur le 80-20-11, Madame la Présidente, simplement de souligner que dans le sommaire additionnel, on
n'explique que le marché a été agressif dans l'obtention du contrat. Donc, on a eu une baisse de prix de la soumission, ce qui fait en sorte que par rapport à notre estimé, on a un écart de 48,49 % en faveur de la Ville. Par contre, le même sommaire spécifie que la liste de bordereaux de prix pour tout changement est très élevée. Donc, il y a un drapeau qui est élevé quant à la surveillance à faire. Par contre, on ne sait pas qui est la firme qui fait la surveillance de ce chantier ou si c'est à l'interne, mais une chose est certaine, c'est que nos équipes semblent dire, non pas nos équipes, mais plutôt il y a une firme externe qui a fait son rapport d'analyse de soumission et à ce titre, il y a donc un drapeau qui est élevé par rapport aux modifications. Donc, on espère que le mandat soit complet et qu'il n'y ait pas trop de modifications de contrat à venir parce qu'il semblerait que la liste de prix qui est soumise est de loin beaucoup plus chère. Si on a gagné un 49 % d'écart favorable en ce qui concerne la soumission générale, il en va différemment par rapport aux tarifs qui sont pour les items, je dirais, le mot ne me vient pas, là, mais tout ce qui est demande additionnelle. C'est plutôt ça que je disais. Alors, j'aurais voulu savoir si c'est une firme externe qui fait la surveillance ou si c'est à l'interne. Merci, M. Miele. M. Ouellet, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur le même point. Donc, si on s'en va au niveau des contrats antérieurs, donc on voit qu'il y avait la firme service professionnel Golder et Associés, donc une firme assez réputée, justement là, pour établir la stratégie de sécurisation des falaises. Il faut savoir qu'à l'intérieur du contrat, écoutez, on est quand même à moins 48 % par rapport aux estimations. Si les quantités, même s'ils atteignent, parce qu'on peut aller, je crois, jusqu'à 15 %, je veux dire, on va être clairement en dessous des prix, même très, très loin en dessous des prix qui avaient été estimés au point de départ. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Ville de enfin pouvoir bénéficier d'économies aussi substantielles pour des contrats qui s'apparentent quand même à des contrats de construction. Il faut savoir aussi que la grosse inconnue, c'est on pensait qu'il y aurait des surcoûts à le faire l'hiver et finalement non. Probablement à cause de la méthode d'utilisation par nacelle au lieu par cordage, par rappel. Donc, écoutez, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et je vous rappelle que le parc Frédéric Bach, à terme, va être le deuxième plus grand parc de l'arrondissement, de la Ville de Montréal. Donc, deuxième plus grand parc de la Ville de Montréal. On va être très fiers à l'intérieur de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Et c'est mon collègue Ferrandez qui me disait qu'au total, là, je pense qu'on va avoir investi collectivement un quart ou à moins que ce soit jusqu'à un demi-milliard de dollars pour complètement le réhabiliter. C'est un quart, hein, je pense que c'est plus un quart. Un quart de milliard de dollars pour complètement l'aménager, le réhabiliter, parce que c'était justement le plus gros dépotoir urbain en Amérique du Nord pendant très longtemps. Merci. Merci, M. Ouellet. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais réunir les items 2016 à 2020. Toujours dans l'agglo. 2016, on approuve un projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments de la Ville de Montréal. 2017, on approuve le rapport annuel 2017-2018 permettant de clore le programme d'aménagement durable des forêts pour la période 2015 à 2018. 2018, on approuve une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 496 000 provenant du Fonds de contribution à la stratégie d'inclusion pour l'arrondissement de Ville-Marie. 2019, on accorde un soutien financier de 68 000 plus taxes et 27 000 en nature au consortium Ouranos pour la réalisation du projet Labo Climat Montréal.
Et en 2020, on accorde un soutien financier non récurrent de 555 000 à l'organisme Esplanade. Merci, M. Lider. M. Miele. Sur le 80-2016, j'aurais voulu entendre l'administration quant à l'augmentation, ou du moins la renégociation qui se fait. On a vu qu'il y a 2 ans, il y a eu une augmentation, je dirais, substantielle du montant qui est convenu avec le MAPAC, qui est la contribution montréalaise. Je comprends qu'on n'est pas ici pour faire du profit et qu'on est presque à coût nul. On est à 100 quelques mille dollars de près d'être à coût nul entre les coûts d'opération, entre les revenus des amendes, des pénalités qui restent à la Ville. Par contre, ma question est, on a une ville qui continue et heureusement à se développer sur toute l'île, je dirais, parce que c'est une compétence d'agglomération. Il y a donc définitivement plus de pression qui est donnée et plus de lieux à inspecter. Ma question est, est-ce qu'il y a un diagnostic à savoir si on a suffisamment d'inspecteurs? Comme je vous dis, l'important ici, c'est la salubrité. Il en va de la santé de nos citoyens. Ce n'est pas d'avoir un nombre accru de pénalités. Loin de là, mon idée, mais plutôt de s'assurer d'avoir des lieux inspectés, s'assurer que la santé alimentaire de nos Montréalais de l'île de Montréal soit adéquate et suffisamment inspectée. Donc, je ne vois pas une augmentation, je ne vois pas non plus un rapport qui détermine à savoir si on a un nombre suffisant. J'aurais voulu entendre l'administration là-dessus. Merci, M. Miele. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. Entre autres, c'est un très beau programme, mais ça a été même souligné par le MAPAC par rapport à la collaboration avec la Ville de Montréal. Et oui, au niveau des approches, il y a une approche qui est travaillée, qui va être ajustée au niveau avec l'augmentation des restaurants, s'assurer d'une meilleure couverture, on pourrait dire, de l'ensemble des choses. Et juste corriger peut-être c'est des revenus de la Ville de Montréal quand même de 800 000 et c'est le gouvernement du Québec qui paye 4,7 millions pour ce programme à la Ville de Montréal. Merci. Merci, M. Parenteau. Merci, M. Miele. Merci, M. Parenteau. Alors, ces points sont adoptés. M. Le Leader. Madame la Présidente, de 2021 à 2025 que nous allons réunir. En 2021, on accorde un soutien financier maximal de 250 000 au printemps numérique. En 2022, on accorde un contrat à Néoplec pour l'acquisition et l'installation de compteurs cyclistes et d'afficheurs dynamiques. En 2023, on accorde un contrat à Procova pour la construction d'un bâtiment de service pour la nouvelle prise d'eau de l'usine Atwater. En 2024, on autorise la modification de la date de fin des travaux visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame. Et en 2025, on accorde un soutien financier de 450 000 à PME Montréal, Est de l'île, pour le déploiement du réseau du projet Synergie Montréal. Merci, M. Leader. M. Salem, à vous la parole. Sur quel point? Bien, Madame la Présidente, je vais intervenir sur le 80-20.25. Allez-y. Donc, nous, en tant que parti d'opposition, nous sommes très heureux de voir que ce projet pilote de Synergie Montréal a été un succès, au point que non seulement la Ville, mais beaucoup d'acteurs décident d'y investir. On sait qu'il y a 30% des partenaires, et le montant, il y a 30% du montant qui parvient des partenaires privés dans ce projet-là, et donc nous ne pouvons qu'être pour l'économie circulaire, qui est d'ailleurs une manière responsable et innovante de faire du développement économique. Développer dans l'Est de Montréal, c'est un lieu bien choisi pour le projet pilote. Ça a permis à PME Montréal-Est de l'île de développer une expertise dans un autre domaine que celui des industries des grands polluants. Elle est déjà, pour longtemps, elle a été caractérisée pour cette forme d'industrie. Donc, encore la semaine dernière, l'incroyable réception dénommée par les différents acteurs de l'Est à notre motion demandant des études plus poussées sur la santé pulmonaire et les rejets de grandes industries nous le dit encore, ils ont envie d'être connus pour autre chose. Et donc, c'est l'occasion rêvée avec ce programme de Synergie Montréal.
Je profite donc pour féliciter le PME Montréal de l'Est de l'île et je vais leur souhaiter bonne chance dans leur projet. Je sais que ce projet, on le croit, ils le croient, puis on est tous derrière eux, que ce modèle de Synergie Montréal, il fera date et donc nous leur souhaitons bon succès dans leur projet. Merci. Merci, M. Salem. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais réunir les systèmes 2026 à 2030. Et en 2026, on accorde un contrat à l'Arsenal Thibault et Associés pour la fourniture de 5 camions échelle à plateforme élévatrice. En 2027, on accorde un contrat à Suez Canada Waste Service pour les travaux de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques. En 2028, on accorde un contrat à Allen Entrepreneur Général pour l'achèvement des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds. En 2029, on accorde un contrat aux excavations La Fontaine pour la réhabilitation du collecteur Saint-Laurent par technique de tubage PRV. Et en 2030, on conclut 2 ententes de cadre de services professionnels avec SNC Lavalin et Axor Expert Conseil pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal. Merci, M. le leader. Alors, la parole à Mme la leader de l'opposition. Merci, Mme la Présidente. Alors, pour présentation des rapports de la Commission pour les dossiers 80-2026 à 80-2030, commençons par le premier, l'Arsenal Thibault Associés à 80-2026. Alors, il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions, contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Ici, il s'agit de la fourniture de 5 camions échelles à plateforme élévatrice de configuration compacte. Alors, les membres de la Commission ont voulu savoir pourquoi le service n'avait reçu qu'une seule soumission conforme. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul fournisseur possible pour ce type de camion? Le service a reconnu qu'en fonction des besoins, les exigences prévues dans les documents d'appel d'offres étaient très pointues. D'autres fabricants que l'adjudicataire aurait pu proposer des produits similaires répondant aux exigences, mais cela ne s'est pas produit. Pour le service, il est clair que les nouveaux camions se conforment à une vision plus moderne du travail des pompiers. Il faut désormais compter sur des camions offrant plus de facilité et une plus grande rapidité de déploiement. Ainsi, les nouveaux camions seront plus petits que les camions classiques et, grâce à leurs caractéristiques innovatrices, ils seront plus flexibles. Enfin, les représentants du service ont dit avoir bon espoir de voir le marché pour les camions de configuration compacte se développer au cours des prochaines années. Alors, les membres de la Commission ont constaté la conformité du dossier à l'unanimité. 80-2027 Suez Canada, contrat de plus de 10 millions, contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme et un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Il s'agit de travaux de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques. Les membres de la Commission ont bien compris les explications des services municipaux quant aux particularités de ce dossier. Ainsi, l'adjudicataire assurera à la fois les travaux de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien du centre de traitement des matières organiques dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Il s'agit d'une approche originale dont il sera intéressant de suivre l'évolution. Les membres ont aussi bien compris que ce centre s'inscrit dans les mêmes orientations que la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan de la communauté métropolitaine de Montréal dans ce domaine. C'est un dossier qui a un long historique, comme en témoigne un rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal datant des années 2017-2018. Les membres ont apprécié le fait que la Ville a visé l'obtention d'une certification LEED Or pour cette nouvelle construction. Les membres ont aussi constaté que les règles prévues au contrat pour les pénalités en cas de retard sont importantes et sont de nature à motiver le respect des échéances par l'entrepreneur. Enfin, les membres ont aussi bien compris qu'il s'agissait d'un premier centre de traitement et que d'autres sont à venir. La conformité du dossier a été constatée à l'unanimité.
80-20-28, Allen Entrepreneur Général Incorporé. Il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions, contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Alors, il s'agit de l'achèvement des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable à Pierrefonds. Les membres ont jugé plausibles les explications du service quant au prix soumis par le seul soumissionnaire conforme. L'adjudicataire en est en mesure d'exécuter l'ensemble des travaux à l'interne sans faire appel à de la sous-traitance, ce qui permet d'avoir des coûts modestes de gestion et de coordination. Il possède aussi des équipements qui lui permettent de minimiser ses frais généraux. Malgré tout, les membres ont été étonnés de constater qu'une seule soumission conforme avait été reçue. Le service a expliqué que le projet était assez complexe et regroupait plusieurs lots dans un même contrat. Néanmoins, on aurait pu s'attendre à un peu plus de concurrence dans ce dossier. Ceci étant, les membres ont quand même constaté la conformité du dossier à l'unanimité. 80-20-29, les excavations La Fontaine Incorporée. Il s'agit d'un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, et un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, il s'agit ici de la réhabilitation du collecteur Saint-Laurent par technique de tubage PRV. Les membres ont apprécié les explications du service quant à l'approche technique à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux. Les membres ont bien compris que tout était mis en œuvre pour réaliser les travaux et ce, en limitant les perturbations dans un secteur névralgique où la circulation est importante. Les membres ont aussi jugé approprié les explications du service quant à l'écart de prix entre la soumission de l'adjudicataire et l'estimation. Une grande partie de l'écart s'explique par une sous-estimation en ce qui a trait au pompage et en ce qui a trait à la dérivation de l'eau. De même, il y a eu sous-estimation des frais liés à la mobilisation et à l'organisation du chantier. Les membres ont confirmé à l'unanimité la conformité de ce dossier. Et enfin, 80-20-30, SNC-Lavalin et Axar Expert Conseil. Il s'agit de contrats de services professionnels d'une valeur de plus de 1 million, présentant un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation pour le contrat 1 et un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire en ce qui a trait au contrat 2. Alors, il s'agit ici de services professionnels pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal. Les membres ont constaté que les firmes soumissionnaires ont proposé des ressources qui dépassaient les exigences minimalement demandées par la Ville pour les postes de techniciens en surveillance et d'ingénieurs en surveillance. Cela a sans doute eu un effet à la hausse des coûts des soumissions reçues. En même temps, il n'est pas déraisonnable de penser que la présence de surveillants plus expérimentés pourrait avoir un effet positif sur la qualité des travaux, mais cela reste encore à être démontré. Les membres ont d'ailleurs rappelé dans le rapport que le bureau de l'inspecteur général a fait état, dans son rapport semi-annuel de l'année 2018, de problèmes reliés à la surveillance des chantiers pour les travaux prévus au présent contrat. Le service a souligné qu'il y avait plusieurs échanges avec le BIG sur cette question. Il a aussi rappelé que le bassin de surveillants de chantier demeurait limité et qu'il fallait s'ajuster en conséquence. Et finalement, en conclusion, les membres ont constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. Merci. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. La parole à Mme Lattanzio. Merci, Mme la Présidente. Donc, je vais intervenir sur les 3 dossiers 80, 20, 28, 29 et 30. Vu l'heure, je ne sais pas si je devrais commencer avec le premier dossier. Oui? OK. Alors, oui. Je vais y aller avec le 20-28, 80-20-28. Alors, est-ce que c'est la fin de la saga de l'usine potable de Pierrefonds? On doit se rappeler des différents rebondissements de cette histoire pour mieux comprendre l'octroi de ce contrat. L'usine de Pierrefonds fut construite en 1958, puis transformée en 1962 et en 1974. Ceci permet de desservir l'ensemble des citoyens du nord de l'ouest de l'île, soit Pierrefonds-Roxboro, l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue et Dollard-des-Ormeaux.
L'augmentation constante de la population de l'ouest de l'île fait en sorte que durant la période estivale, la consommation d'eau peut atteindre la capacité maximale de l'usine. Les travaux ont donc pour but de doubler la capacité de production et de respecter les normes gouvernementales. Les travaux, estimés alors à 53,6 millions, consistent à la création d'un poste de pompage, l'installation de nouveaux dispositifs et de purification, le remplacement de certains équipements, l'ajout et la modernisation de certains procédés. On doit se rappeler que la Ville avait déjà investi 73 millions en travaux de l'usine de Pierrefonds et que d'importants travaux restent à faire. La Ville tente de boucler le projet depuis 2012 avec une dernière phase de travaux, mais sans succès. Lorsque la Ville est retournée en appel d'offres pour finir les travaux d'architecture, la première fois, aucun soumissionnaire n'a répondu. Lors des 2 appels suivants, les écarts entre l'estimation municipale et les soumissions reçues étaient trop élevés, donc un cas de plus de 50 %. En raison de cette difficulté, en avril 2013, les 4 contrats déjà octroyés ont dû être suspendus, soit les lots mécaniques du bâtiment, d'électricité, de mécanique de procédés et de chaînes de traitement. En 2015, la Ville souhaite organiser la reprise des travaux d'architecture suspendus. Des rencontres ont eu lieu entre les différents entrepreneurs des lots afin de revoir les échéances, de choisir une date de début de travaux et d'évaluer leurs demandes de compensation. Ces négociations avec les firmes n'ont pas pu aboutir à des ententes satisfaisantes. La Ville décide alors de réaliser les contrats. Ainsi, en novembre 2015, la Ville décide d'arrêter tout le processus et de retourner à la table de dessin pour revoir et regrouper l'ensemble des besoins et un seul contrat. Aujourd'hui, on est devant la demande d'octroi d'un contrat pour boucler l'ensemble des travaux restants pour mettre au niveau l'usine de Pierrefonds. Malgré la prise des cahiers de charges par 17 entreprises différentes, on se retrouve avec un seul soumissionnaire conforme. Tel que mentionné, le projet de modernisation de l'usine de Pierrefonds a souvent fait des nouvelles pour sa gestion qui est difficile. Alors, sommes-nous confiants que nous avons trouvé maintenant un modèle de gestion efficient et assistons-nous à la fin de la saga de l'usine de production de l'eau potable de Pierrefonds? Nous l'espérons. Merci, Mme Lattanzio. Monsieur Miele se lève parce que c'est une pause, oui. Alors, nous allons... Je vais juste voir... Madame la Présidente, s'il n'y a pas d'intervenant, on passe à l'adoption. Il y en a. Vous me faites signe que vous voulez prendre la parole ou vous ne souhaitez plus prendre la parole? Pas nécessaire. Monsieur de Souza, est-ce que vous souhaitez prendre la parole tout de suite ou... Mais, excusez. Madame Lattanzio a encore 2 interventions sur le 2029 et 2030. Je veux dire, on est rendu 17 heures. Madame la Présidente, sur le point qui est soulevé par mon collègue, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui scène son intervention. On intervient, puis quand on a fini de parler, notre droit de parole est terminé. Si on n'a pas couvert tous les points, on passe à l'interlocuteur suivant ou à l'adoption des points. Alors, on va prendre la pause tout de suite et on va revenir et on va terminer les points de Mme Lattanzio. Bon appétit!